Non, blague à part, je voulais enchaîner avec ça justement, parce que ma quatrième stat du jour, moi, c'était 52, puisque c'est le rang de Jamal Murray en termes de drive, à l'efficacité au drive, donc 52e sur 57 joueurs, plus de 10 drives par match, donc parmi les gros drivers, Jamal Murray est 52e sur 57, et donc voilà, en chiffre brut, on est à 1,03 points par tir, si tu la tires en fin de drive, donc voilà, 52e sur 57, en dessous, il n'y a que du Van Vliet, Garland qui a fait une très mauvaise saison, Caris LeVert, l'homme le plus inefficace de l'histoire de l'humanité, et Scoot Anderson, le rookie, qui a été assez catastrophique aussi de ce point de vue-là. Bref, on est sur une très mauvaise saison au drive par rapport à Jamal Murray, ce qui me fait me dire à quel point est-ce que il est totalement revenu de sa blessure ou pas, sachant que c'est pas non plus un driver de folie. Ça a jamais été, ouais. Voilà, mais donc en plus un peu blessé, je sais pas trop. Après, il me semblait quand même qu'il était en forme, mais voilà, en tout cas, saison très mauvaise au niveau du drive pour Jamal Murray. Sauf que, heureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais heureusement, on a quelqu'un qui a shooté à 42% à 3 points, donc ça a bien compensé, et même 48% sur les longs tirs de points. Voilà, alors 42%, on est bien au-delà de la barre symbolique des 40% qui est déjà élite pour les 3 points. Et 48, sachez que sur les longs tirs à 2 points, quand on est à 40%, déjà c'est bien. Voilà, on considère que c'est bien shooter à 40% sur les longs 2. Donc 48, on approche de le niveau Kevin Durant, le niveau élite des 50% sur les longs 2. Donc voilà, c'est un peu comme ça en fait que Jamal Murray a très bien réussi à compenser ce côté drive un peu catastrophique. Il a commencé par un shot making absolument incroyable cette année. Sur les longs tirs à 2 points, les jump shots, et puis sur les 3 points aussi. Sachant que le problème sur les drives, c'est pas tant la finition en elle-même, c'est pas tant le toucher de balle, parce qu'il est quand même plutôt pas mal là-dessus. En plus, c'est un meneur arrière de bonne taille, hein, donc c'est pas Trae Young, c'est pas Van Vliet, il n'y a pas cette limitation. Par contre, ce qui bloque, c'est, on l'a déjà un peu évoqué, c'est la provocation de faute. Il est à peine à 6% de shooting foul percentage, donc les fautes provoquées pendant une tentative de tir. Pour dire, hein, c'est au niveau de Ayo Dosunmu, tu sais, le 3&D de Chicago, de Cedi Osman, de Dyson Daniels, c'est même pire que Josh Giddey. Bon, voilà, on est sur un niveau de provocation de lancer franc qui est vraiment très très bas. Et heureusement que le shot-making compense, mais la question c'est aussi à quel point est-ce que ça pourra compenser, à quel point est-ce qu'on n'est pas légèrement sur une surchauffe du jump shot, parce que on connaît Jamal Murray, c'est un bon jump shooter. C'est pas un mec à 42% à 3 points en carrière, et c'est pas un mec à 50% sur les longs 2. Donc, à voir, parce que tu vois, si cette surchauffe un peu, revient un peu à la normale l'an prochain, et si le drive ne remonte pas, ça peut être un peu problématique. Qu'est-ce qui reste? Non, mais en fait, ce que je trouve cette discussion là où elle est marrante, c'est que mine de rien, Jamal Murray, c'est un joueur qui a quand même maintenant pas mal de saisons NBA au compteur, et je trouve que ça reste toujours une énigme. D'arriver à évaluer effectivement où il se trouve dans la hiérarchie. On l'a vu beaucoup trop haut après l'été dernier. Et là maintenant, la question c'est effectivement, une fois cet emballement passé, où est le vrai niveau de Jamal Murray? Et c'est vrai qu'on sait toujours pas. Effectivement, cette baisse au drive, elle est d'autant plus étonnante que il était limite mieux la saison d'avant, alors que là pour le coup il revenait de sa blessure. Ouais. Et effectivement, il en va de l'autonomie et de la réussite de l'équipe collective, parce qu'effectivement, comme tu dis, on le disait, c'est toi qui le disais, ça marche très très bien quand les deux sont sur le terrain. Ça marche très bien quand Nikola Jokic est sans Jamal Murray, mais c'est vrai que Denver a besoin de gagner des minutes où Jamal Murray est sans Nikola Jokic. Et là, cette saison, c'était assez catastrophique. Je sais pas si on l'a dit, mais le net rating de Jamal Murray sans Nikola Jokic, c'était moins 14, enfin le WoWi en tout cas. Et il y a un an et demi, c'était moins 7. Et c'est vrai que si, comme tu dis, cette chute au drive, c'est son véritable niveau désormais, il est extrêmement dépendant de son jump shot. En même temps, on le savait dès qu'on l'a drafté, on savait que c'était un joueur qui était très dépendant de son jump shot. Mais la question, c'est du coup, est-ce que l'équipe de Denver, elle peut fonctionner sur toute une saison régulière? A priori, oui. Une fois que tu arrives en playoff, il faut gagner 4 séries. Et dans certaines séries, en fait, ça peut être trop à compenser si effectivement il n'arrive pas en fait à créer de séparation, il n'arrive pas à créer une menace par le drive, d'autant qu'on l'a évoqué, en fait il n'y a pas d'autre solution, quoi. Oui. J'essaie de vérifier au niveau des stats, j'arrive pas à retrouver, mais en tout cas il y avait l'impression l'an dernier qu'il était un peu meilleur sur drive, et au-delà de ça il y a quand même une importance qui est assez grande, hein. Ce duo avec Jokic fonctionne aussi parce que automatisme, la synergie entre les deux, donc ça, c'est très bien. C'est vrai que le problème, ça a été un peu les séquences sans Jokic, évidemment. Mais parce que, voilà, c'est pas forcément un chapeau à un créateur NBA, et ça, on le sait, c'est pas pour lui enlever du crédit en le pointant du doigt ainsi, c'est juste que, de facto, c'est pas à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on a vu aussi contre les Wolves. Là encore, hein, le match-up était mauvais, très mauvais même, mais en même temps,
voilà, en playoff, c'est là où tu vas recevoir les plus grands niveaux de compétition, notamment défensive. T'es tombé sur la meilleure escouade de périmètre défensive de NBA, on est d'accord. Mais ce qui fait qu'on avait un peu cette alternance de, ok, attaque avec les deux, ensuite attaque avec Jokic qui reste assez longtemps sur le terrain, et puis ensuite la seconde unité avec Michael Porter Jr. qui restait là pour certaines sorties d'écran, et aussi donc le pick and roll Jamal Murray et Aaron Gordon. Et le problème, c'est que les mecs, ils l'ont complètement étouffé, avec aucun décalage qui a été capable de créer Jamal Murray. Mais pourquoi ? Parce qu'en face, il avait aussi une défense d'élite. Mais en même temps, est-ce que t'es pas aussi un peu censé attendre ça de ton créateur numéro 2 ? C'est-à-dire une certaine capacité de création tout de même, création de jeu, création de décalage, même face à des bons défenseurs et même face à des bonnes défenses de playoff, quoi. Donc c'est peut-être un peu la déception. Et en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il en est, la raison ou quoi, mais de facto, on a eu quelqu'un qui, dont l'efficacité a chuté de 1,18 points par tir. Trop shooting point par tir, c'est pas rien. C'est juste une façon différente de l'exprimer. Mais donc 1,18 en chiffre brut, c'est tombé à 0,94 en playoff, en efficacité générale. Non mais en playoff, après là j'ai l'impression qu'elles étaient particulièrement rudes. C'est pas, enfin en tout cas ce niveau de médiocrité, on n'y était pas habitué avec Jamal Murray, même en saison rookie. Et là il était à la lutte avec Russell Westbrook, donc c'est dire quoi, c'est dire. Et c'est vrai que je pense que bon, la réalité est ailleurs. Et puis il est apparu quand même assez nettement blessé dans la série contre les Lakers et même dans le début de la série contre les Wolves. Mais effectivement, oui, là il a eu une défense historique en face et ça a probablement contribué énormément à cette chute-là. La question qui vient avec cette chute qu'on a repérée à tous les niveaux, c'est est-ce que ce tandem qui marche aussi parce qu'il y a un dynamisme de Jamal Murray et qu'il y a des automatismes comme tu disais, est-ce qu'il peut pas se casser de lui-même si effectivement Jamal Murray il fait un step down et que ce step down devient en fait sa forme naturelle. Donc oui, c'est peut-être une inquiétude à avoir en tant que fan des Nuggets. Après, c'est aussi un joueur qui avait ce profil-là à la base et l'équipe a été construite en sachant que c'était son profil, donc c'est ce qui fait, je pense, et on a fait assez de podcasts maintenant ensemble, ce qui fait que pendant des années on a douté de la capacité de Denver à aller au bout parce qu'on se disait la deuxième option elle est peut-être pas assez forte pour prendre le relais sur toute une campagne de playoff, quoi. L'an dernier, 1,08 points par tir plutôt que 1,03, donc c'était mieux et c'était un peu plus dans le classement. Alors, c'était pas bon, c'était même pas au niveau de la moyenne, mais on était plutôt moyen mauvais que tout en bas du classement, effectivement. Donc c'était quand même meilleur l'an dernier. Après, deux choses. Premièrement, combien de porteurs de balles non aliens, j'ai envie de dire, non extraterrestres à la Doncic, qui est pas un vrai porteur de balles en termes de gabarit, mais combien de porteurs de balles se seraient cassés les dents et auraient eu une chute d'efficacité comme Jamal Murray contre cette défense-là? Je pense qu'il y en aurait eu pas mal, pour le coup. Et puis deuxièmement, on va pas tout jeter à la poubelle. Moi, je me souviens notamment de les playoffs l'an dernier. C'est pas que Jokic qui le fait exister. Il a quand même fait un développement assez intéressant, tu vois, notamment je me souviens des finales où d'un coup Spoelstra se met à appeler des couvertures beaucoup plus agressives pour essayer de surprendre. Bon, au bout de une ou deux possessions, c'est bon, il a compris, il se fait plus enfermer par la trappe, par la prise à deux agressive, il fait un pas de côté en restant face au jeu, il libère la balle et puis c'est fini, quoi, parce que ensuite extra passe et puis l'ouverture est faite pour punir la prise de agressive et Spoelstra arrête d'appeler ça. Je crois que c'était match 3 ou 4, je sais plus. Mais voilà, il y a ce genre de trucs qui sont pas non plus à sous-estimer, hein, et le développement du joueur a été très bon. C'est juste que quand on fait le bilan aujourd'hui, c'est vrai que la saison a été pas top. Modulo cette surchauffe à 3 points au jump shot qui a un peu sauvé ça. Et puis les playoffs pas top, mais comme dit aussi, combien de porteurs de balles se seraient cassés les dents comme Murray sur cette escouade? Je pense qu'il y en aurait eu pas mal. Donc voilà pour Jamal Murray, mais on le sait, hein, c'est pas un LeBron Dwayne Wade l'association. Non, c'est clairement on a Jokic numéro 1 et Jamal Murray qui est en numéro 2, mais juste bilan 2024, on dit ce qui se passe. C'est ça. Et après, allez, disons-le quand même, la surchauffe au jump shot, ça fait aussi quand même partie du profil. Donc, c'est vrai. On peut imaginer que il va aussi garder cette capacité à shooter dans des positions des fois improbables et continuer à les rentrer et vice versa, genre à être assez régulier avec son shoot. D'autant qu'en playoff, par exemple, je pense que le contexte n'a pas aidé, c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en difficulté, notamment au shoot à longue distance. On a parlé que de la saison régulière, mais l'ensemble de l'équipe de Denver, hormis Michael Porter Jr., était complètement en panne, et du coup ça fermait les espaces. Et ça, plus les défenses qui s'adaptent en ne sortant plus de manière aussi agressive sur les shooters, etc., effectivement ça complique la vie des porteurs de ballon, quoi. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.